Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la PSP, une console qui est sortie en fin 2004 au Japon et chez nous plus ou moins en fin 2005, en septembre 2005. Il a fallu attendre pas mal de temps avant qu'elle arrive, hein, un petit peu comme la PS3, je sais pas, Sony avait voulait comme ça sortir chez nous les trucs bien en retard. Il me semble qu'ils ont fait l'inverse avec la PS4 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est juste une petite parenthèse, donc on va d'abord parler de ces consoles juste très rapidement parce que le but de cette vidéo c'est surtout de remonter une PSP Slim si je l'ai bien reconnue, c'est-à-dire les PSP 2000 etc, qui m'a été offerte dans un colis mais complètement en kit quoi, juste que des pièces détachées etc, ça se trouve tout ne fonctionne pas etc, mais j'ai quelques PSP, j'ai notamment une autre PSP Slim qui est elle aussi en complet, très mauvais état, etc., de quoi récupérer des pièces pour pouvoir réparer l'autre, on verra. Et j'ai celle-ci qui marche à peu près, sauf qu'elle a un petit problème de couvercle pour les jeux, enfin bon, c'est un problème assez récurrent sur ces machines. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette console? Alors, premièrement, elle a eu plusieurs variantes. La seule que je n'ai pas, c'est la fameuse PSP Go. Alors, on va parler un petit peu de cette console on va dire de génération en génération, en commençant par la première, donc la PSP Fat. Alors elle est assez lourde, c'est vraiment une console plutôt lourde, elle a une grosse batterie, etc. qui elle-même compte pour énormément du poids de cette machine. Elle utilise, pour ceux qui n'ont jamais eu cette console, ce genre de carte mémoire, qui sont les Memory Stick Pro Duo, ou là il y a marqué Memory Card Pro Duo, je sais pas pourquoi. Donc c'est un format à Sony uniquement, que l'on voit aussi dans certains de leurs appareils photo, mais très souvent on peut tout aussi bien utiliser des cartes SD, parce que ce format a bidé mais complètement. Donc voilà, c'est bon. Nous avons ici un petit taquet pour pouvoir activer ou désactiver le Wi-Fi, parce que cette console portable, avec la DS, donc avait le Wi-Fi. Le seul truc c'est que dans la DS c'est très limité le Wi-Fi, on peut utiliser que des mots de passe de type web qui sont mal sécurisés etc, et la configuration se fait manuellement jeu par jeu, ce qui est très chiant et nul. Là en l'occurrence sur cette machine on configure ça pour la console elle-même et ensuite on peut l'utiliser dans n'importe quel truc. Bon, il n'y a plus de batterie à ce que je vois dans celle-là, donc c'est pas bien grave. Mais en gros le truc c'est qu'on peut mettre à jour la console, on peut télécharger des jeux, etc. Faire plein de trucs directement à partir de la console. Cette console était, on va dire, assez moderne pour son temps, mais vraiment, hein, elle est sortie avant la Xbox 360 et elle permettait déjà plein de trucs à partir du réseau. Bon, vous allez me dire que la première Xbox permettait aussi pas mal de choses de ce genre-là, contrairement à la PS2 et la GameCube qui, eux, n'avaient pas grand-chose en termes de fonctionnalité web. Mais celle-ci était la première console portable à vraiment épouser le web au maximum. Elle avait même un petit navigateur internet qui maintenant est juste complètement inutilisable, mais bon, tant pis. Donc un truc qu'on peut voir, c'est son grand écran en 16/9, ça c'est vraiment aussi une très bonne chose. La DS avait 2 écrans, etc. l'un sur l'autre, qui était vraiment pas mal aussi, mais clairement cette console a une résolution bien meilleure et un écran bien plus agréable à regarder que la DS Lite ou la DS classique, surtout la DS classique, la première DS qui, elle, vraiment a un écran dégueulasse. Mais bon, c'est pas non plus un énorme écart et ça n'a pas suffi du tout à faire en sorte que cette console se vende mieux. L'ergonomie de cette console est vraiment pas mal aussi, hein, franchement les boutons sont faciles d'accès, etc. Les boutons de tranche s'utilisent convenablement, mais le gros souci d'ergonomie, c'est ce joystick complètement inutilisable. Juste complètement inutilisable qui se joue avec la base du pouce, si on veut être d'une façon agréable sur cette console, comme ça, c'est vraiment nul à chier, hein. Ou comme ça, crispé comme ça, c'est absolument horrible. Et un truc qui pouvait se produire assez souvent, c'est que ce joystick pouvait s'arracher, et tant pis, on a maintenant plus qu'un petit bâton qui dépasse pour pouvoir jouer avec le joystick, vous voyez, un petit peu comme ça, vous voyez, on voit ce petit bout de bâton qui dépasse, enfin c'est très mauvais de jouer comme ça se joue pas du tout, et on glisse tout le temps sur ce joystick, c'est vraiment un truc extrêmement dérapant, c'est pas du tout adapté pour jouer longtemps à des jeux en 3D. Le truc aussi qu'on pourrait déplorer sur cette console, c'est qu'il n'y a pas de deuxième joystick. Alors pour les jeux en 3D où on doit bouger la caméra, etc., c'est juste n'importe quoi. C'est vraiment dommage. Parce que elle était aussi performante, même un peu plus même significativement plus performante que la PlayStation 1. Donc elle était en fait entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2 en termes de graphisme. C'était vraiment pas mal du tout pour une console portable.
est largement au-dessus de la DS qui elle était plus ou moins au niveau, peut-être un tout petit peu en dessous de la PlayStation 1 en 3D. Il a fallu par exemple ruser un petit peu pour faire en sorte que Super Mario 64 fonctionne ou des trucs comme ça. On peut voir par exemple en comparant avec la Nintendo 64 que c'est pas exactement aussi bien et la résolution est bien entendu plus faible aussi. Donc bref, ce que l'on peut dire avec ça, c'est que nous avons une console qui est très très bonne sur le plan technique, mais qui répond peut-être pas totalement aux besoins du marché, notamment en termes d'autonomie. La toute première avait une autonomie qui était convenable sans plus, et elle a un poids considérable, mais vraiment considérable. Ça peut être usant de jouer à ce truc pendant un long moment. Et voilà pourquoi cette console a priori n'a pas beaucoup fonctionné, en dehors du fait que Sony a aussi énormément de mal à se faire des partenaires, on va dire, pour faire des jeux, etc., qui sont vraiment élaborés, etc., sur console portable, aussi facilement que Nintendo, qui eux ont vraiment la main prise sur le marché des consoles portables depuis très longtemps, et encore aujourd'hui. Donc même si ça commence peut-être à partir un petit peu pour le profit des téléphones, des tablettes et ce genre de trucs. Nous avons vu la carte mémoire, là nous avons une prise jack ici pour bien entendu brancher des oreillettes qui est placée mais vraiment pile au plus mauvais endroit. Bien sûr, vous jouez comme ça là et vous avez la prise jack comme ça qui est directement coincée dans votre paume de la main. C'est un peu nul. Ils auraient dû le mettre un peu plus au centre. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait avec la deuxième version. Ce qu'il y a à côté de la prise jack ici, c'est quelque chose qui est tout bêtement un port série. Un port série pour le debug ou ce genre de truc. Ça n'a jamais servi pour les jeux ou pour les accessoires. Et ils l'ont remplacé ici par un port pour la vidéo en réalité. Vous voyez ce petit logo, etc. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une sortie vidéo ici. Vous avez juste à brancher ça et brancher ça sur votre télé et vous pouvez jouer sur le grand écran au jeu PSP. Donc voilà, mais il y a que cette version qui le fait. Les autres variantes de PSP ne le font pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à montrer? Ici, vous avez un port infrarouge qui lui aussi a disparu. Aucune utilité à ce truc-là. Et le bouton power qui est bien sûr un bouton qui est à glissière pour pas allumer sans faire exprès, etc. Et ensuite on peut faire en sorte de le mettre sur une position basse pour bloquer le bouton pour pas que ça s'allume ou que ça s'éteigne tout seul. Vous avez des petits boutons ici pour les menus, start select, musique et compagnie, volume plus, volume moins, et le bouton home. Un port USB classique ici qui peut vous permettre par exemple pour faire les mises à jour à partir de la PS3 par exemple, ça oui, ça se fait, ou télécharger des démos dessus, etc. si on ne configure pas le Wi-Fi dessus directement sur la console. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'on ne peut plus le faire autrement que par la PS3 ou par un PC. On ne peut plus on peut plus utiliser le store directement dans la console. C'est un peu bête. Toutes ces consoles sont à câble, même la toute dernière version du firmware. Toutes sont à câble à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce qui y avait de bien avec cette machine, c'est surtout qu'on pouvait en faire un petit émulateur de poche très sympa, qui émule un peu tout de manière très convenable, jusqu'à la PlayStation 1 comprise, c'est-à-dire que avec l'émulateur officiel fait par Sony pour leurs jeux rétro-portés sur PSP, des jeux PS1 qui fonctionnent directement sur PSP, et bien grâce à leurs émulateurs, on pouvait faire fonctionner d'autres jeux que ceux qui étaient prévus à l'origine pour. Ça fonctionne pas forcément toujours très bien, mais bon, au moins ça peut permettre d'avoir une petite émulation sympathique. Pour ce qui est des jeux, vous avez les jeux sur un support assez bizarre, qui est vraiment unique à cette console portable. Il n'y a aucune autre console portable qui utilise un support de ce style-là, et si vous ne connaissez pas ça, mais vous connaissez très certainement, eh bien je vais tirer cette petite gâchette, et hop, ça va sortir, toing, un petit CD dans une cartouche, un petit DVD même dans une cartouche, qui fait environ 1 gigaoctet, donc ou 2 gigaoctets si vous prenez un double couche. Et ce tout petit disque, c'est franchement l'un des gros problèmes de cette console. C'est peut-être même le pire problème parmi tous ceux que je vous ai dit avant. Celui-là, franchement, il prend le haut du pavé. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez cette console et que vous la bougez un peu trop, le CD saute. Alors vu que le CD saute, ça veut dire que ça vous fait des freezes, ça fait des trucs comme ça, enfin ça bug. L'autre truc avec ça, c'est que alors, ça peut être rayé, il faut le mettre dans sa
petite boîte exprès pour pas que ça l'abîme pendant le transport en le mettant je ne sais où. Ils ont bien essayé de le mettre dans une cartouche, etc. Mais ça suffit pas parce qu'il y a tout cet emplacement qui est quand même assez gros, hein, qui peut prendre les rayures sans aucun souci, quoi. C'est juste complètement voilà. Ça utilise un système de magnétique pour faire tourner, donc déjà c'est un peu mieux que le système par pression ou je ne sais quoi qu'il y a sur un vrai CD. Ça fait en sorte que le CD reste quand même mieux calé devant la lentille, ça bouge moins, mais ça fait aussi que ça résiste aussi mieux au choc parce que quand vous l'ouvrez de manière forcée ou ce genre de truc, ça va pas poser de problème ou ce genre de choses, enfin voilà, ça peut tomber par terre, etc. Ça devrait pas casser le truc. Le problème avec ça, c'est que bon, le CD pose problème, mais le lecteur aussi. Le lecteur est extrêmement fragile. C'est l'un des mécanismes les plus minutieux et les plus miniaturisés en termes de lecture optique que j'ai pu voir de ma vie, et clairement, c'est fragile au possible. Alors voici le bloc optique à l'intérieur d'un petit sachet protecteur. Voilà, je vous l'ouvre tout de suite. Voilà, alors vous voyez une toute petite lentille ici avec son tout petit mécanisme, etc., avec une vis sans fin comme d'habitude pour le faire avancer de gauche à droite, enfin de haut en bas, peu importe comment vous voyez ça. Et ce système, comme vous le voyez, fonctionne avec un tout petit moteur ici, qui ensuite va sur une toute petite roue dentée ici qui est vraiment microscopique et très fine, très fragile. Enfin bon, c'est un peu foireux quoi. Le petit moteur pour faire tourner le CD qui est lui aussi extra plat, extra fin. Enfin bon voilà, c'est vraiment très facile à casser. La plupart de ces machines en panne, c'est tout bêtement le lecteur qui est mort quoi. Donc bref, c'est pas une console qui est fabriquée, on va dire, d'une manière très intelligente pour un truc portable que l'on jette dans tous les sens ou ce genre de truc, ou que l'on utilise dans les transports, enfin bon, peu importe. C'est vraiment le défaut qu'elle a. Et le problème, c'est que ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Maintenant, voici la PSP Slim, la PSP 2000, qui est une PSP très légèrement redesignée, qui est surtout beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Voilà la batterie qu'il y a dans la PSP Fat. Elle prend une place assez phénoménale et elle fait 1800 mAh, milliampères-heure. Et de l'autre côté, vous avez la PSP donc 2000 qui a la batterie 1200 mAh, beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, significativement plus légère. Elle fait moins de 2 fois moins la taille de celle-là, mais clairement elle est au moins 2 fois plus légère. Et un truc qui est marrant, c'est que malheureusement ça n'a pas augmenté l'autonomie de faire en sorte d'avoir de nouveaux composants qui consomment moins, etc., parce qu'ils ont baissé la taille de la batterie. Et le truc c'est qu'on peut mettre la batterie de la version d'origine dans la PSP, la nouvelle PSP. Le truc c'est qu'elle dépasse, donc on pouvait acheter ensuite un couvercle avec une bosse spéciale pour avoir plus d'autonomie dans la nouvelle PSP. Donc oui, pourquoi pas, mais le problème en faisant ça, c'est qu'encore une fois, c'était assez peu design, etc. Enfin bon voilà. Le taquet pour enlever ou mettre le Wi-Fi maintenant se retrouve là et non pas sur le côté. On peut donc moins facilement désactiver le Wi-Fi sans faire exprès ou activer le Wi-Fi sans faire exprès. Par contre les voyants Wi-Fi, etc. sont toujours au même endroit. La mémoire, la carte mémoire c'est toujours sur le côté ici comme ça, sauf que le clapet est beaucoup plus cheap quoi, beaucoup moins design et tout ça, beaucoup plus, regardez. Là, c'est un truc, on ouvre comme ça, et hop, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus solide, quoi, tout bêtement. Cette console, d'ailleurs, fait très fragile. Quand on appuie sur le plastique, ça croustille, comme j'ai l'habitude de dire, ça craque. Le capot de la batterie bouge tout seul, enfin bon, voilà, c'est génial. Un autre truc que l'on peut voir avec cette machine, c'est le truc pour mettre les CD. Alors, vous avez vu comment c'était fait. Il y avait un petit taquet comme ça, ça s'ouvre tout seul, et ça remonte le CD pour qu'on puisse ça remonte l'UMD, c'est le nom que ça porte, pour pouvoir le prendre facilement ensuite et le changer de console. Ou changer le truc, quoi. En l'occurrence, pour moi, c'est le changer de console. Là, c'est juste un petit taquet ici, on pousse comme ça avec son ongle. Voilà, ça se fait beaucoup trop facilement. Il n'y a rien du tout qui protège. Ensuite, le truc, c'est qu'il n'y a rien pour vraiment guider dans le bon sens le truc. Vous jetez juste le truc dedans, quoi. Et quand je dis vous jetez le truc dedans, c'est vraiment ça, quoi. Vous pouvez le mettre dans le mauvais sens. Bon, ça vous l'indiquera pas vraiment. Voilà, quoi. Ça rentre pas, mais bon, c'est vraiment ça le fait pas, quoi, de la façon que ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez le mettre comme ça, quoi. Franchement, c'est pas aligné comme il faut. Enfin bon, peu importe. Vous fermez ça.
Pour l'ouvrir c'est pareil, pouf, et pour le reprendre, alors là, bon, vous prenez ça comme vous voulez, vous êtes obligé de naviguer comme ça, à la limite, le faire revenir vers l'arrière, ou faire comme ça, quoi, génial, vous foutez vos doigts sur, et mettez une empreinte sur la petite fenêtre qui se trouve là, comme je viens de le faire à l'instant. Enfin voilà, c'est pas super bien conçu. Ensuite, il y a eu la PSP Go qui est absolument géniale, c'est une PSP complètement inergonomique, tout le monde la connaît, c'est même pas la peine de revenir dessus, je ne l'ai pas, la PSP Go qui est une PSP sans lecteur de disque, donc en gros une PSP où on peut pas faire tourner les jeux, sauf si on les achète en démat. C'était une très très bonne idée. Celle-là c'est la PSP Street, c'est la toute dernière PSP, c'est une PSP classique, comme elle revient plus ou moins au design de la FAT d'ailleurs, elle est beaucoup plus solide a priori en termes de construction, elle pèse plus lourd d'ailleurs, ergonomiquement c'est pareil, le joystick est peut-être même encore pire d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup plus arrondi sur le côté là, donc ça devient encore plus difficile de pouvoir, bon bref, peu importe, mais les autres boutons ça ne s'est pas vraiment impacté, les boutons Start, Select, etc. par contre sont vraiment des boutons foireux, c'est des petits boutons clic-clic qui n'ont pas de réalité physique vraiment, quoi, c'est juste une petite membrane en plastique par-dessus des boutons, on n'arrive pas exactement à savoir où ça se situe, c'est un peu pourri. Mais ensuite, le reste de la console reste complètement identique, sauf qu'il n'y a pas de petit capot pour pouvoir ensuite masquer le trou du port carte mémoire. Et l'ouverture pour enlever ou mettre un jeu est par contre très très mal pensée. Regardez-moi ça. Oh putain, on a vraiment l'impression de péter le truc à chaque fois, ça croche à mort, et ensuite, on tire un peu trop fort, on pourrait arracher le truc en deux, quoi, c'est vraiment trop mal conçu. Ensuite, un gamin, il saura pas exactement où mettre le truc, quoi, il y a pas vraiment d'indication très bonne, voilà, donc bon, vous mettez ça comme vous pouvez, encore une fois, au bon endroit, et vous fermez, voilà, c'est mal mis en plus, c'est encore plus chiant qu'avec la Slim, on sait jamais pourquoi c'est mal mis, voilà, donc voilà, bon, bref. Et ensuite ça se ferme, ensuite vous le rouvrez, vous savez pas trop comment, ça paraît extrêmement mal conçu, mais vraiment extrêmement mal conçu ce système pour mettre les jeux. C'est de pire en pire en fait, on dirait qu'ils veulent plus qu'on mette de jeux dedans, on dirait qu'ils veulent juste qu'on pirate et qu'on mette tout sur la carte SD, enfin la carte SD, la carte mémoire, c'est vraiment l'impression que ça donne. Bon, il reste un dernier truc que j'ai oublié de dire, c'est ces deux petits taquets. Qu'est-ce que c'est ces deux petits trucs, ces deux petites encoches avec des trucs en cuivre ici, là, des petits contacts en cuivre? Eh bien c'est pour un dock qui n'a, à mon avis, à ma connaissance en tout cas, jamais existé, pour la recharger directement comme ça, quoi, sur un dock. Un peu comme il y avait pour la 3DS à sa sortie. Mais comme vous le voyez, ça a disparu ensuite sur tous les autres modèles. Donc bon, voilà, c'est une idée qu'ils ont abandonnée. Et vous voyez ici que pour le port pour la prise jack, il n'y a plus du tout de problème, c'est voilà. Mais il n'y a plus le petit truc pour avoir ou la vidéo ou le port série qui était utile, il me semble, sur les consoles hackées pour faire je ne sais quoi, du debug de homebrew, un truc comme ça. Enfin voilà, donc on a fait le tour de cette console, sauf un dernier petit truc assez rigolo à propos de cette machine, c'est sa capacité à faire quelque chose qui clairement, mais alors clairement, n'aurait jamais dû exister parce que personne n'a jamais utilisé cette fonction, ou presque. Voilà ce dont j'étais en train de vous parler, c'était des films en version UMD, des films pour PSP et uniquement PSP parce que c'est un format complètement mort-né parce que, je sais pas pourquoi, Sony a décidé de faire un truc qui ne fasse que la PSP pour des films. S'il y avait eu des lecteurs d'UMD, on va dire, non PSP, genre par exemple on pourrait lire ça dans un lecteur DVD ou un truc du genre, faire de ça le remplaçant du DVD par exemple, je ne sais pas du tout, même s'il y a aucune chance vu que ça contient moins qu'un DVD, eh bien ça aurait pu avoir un intérêt, mais là non, il y a juste quelques films qui sont sortis comme ça. Bon, il y en a pas que quelques, il y en a eu quand même pas mal parce que Sony a quand même beaucoup de on va dire de poids sur l'industrie du cinéma, mais franchement ils se sont certainement forcés à sortir ces trucs là où ils avaient une énorme comment dire ils étaient extrêmement subventionnés par Sony pour réussir à sortir ça, quoi. Bon, alors elle était complètement déchargée cette PSP, donc du coup bah bien sûr je dois remettre la date, c'est casse-pied. Bon bref, on va pas faire ça en détail, ça sert à rien, elle a même pas internet cette machine, donc à quoi ça sert? Donc ensuite, voici l'UMD qui démarre. Et oui, vous avez un film sur petit écran comme ça. Bon, sur cette machine où on peut la relier avec un câble spécial directement à la télé, ça peut prendre un peu de sens. Allez, on va dire un peu. Mais là, franchement, ça fait juste lecteur DVD portable de merde. Parce que ça fait lecteur DVD portable avec des non-DVD, quoi.
Et d'ailleurs, je sais même pas comment je suis sorti. Visiblement, on fait rond à n'importe quel moment, et ça fait sortir de la vidéo. Bon, d'accord. Donc voilà, ça c'était un film sur console portable, avec un format improbable. Donc, un autre truc que l'on peut faire, c'est voir à quoi ressemblent les menus, et surtout à quoi ressemble Internet sur cette machine. Alors voilà, le truc qui est amusant avec cette... Ouais, bon, voilà, c'est que comme pour la PS3, elle démarre les trucs. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des mises à jour qui sont incorporées directement dans les jeux, donc ça permet comme ça de mettre à jour sa console si le jeu est trop récent et qu'on n'a pas Internet. Ça, c'est une bonne chose. Il y a le navigateur Internet, le RSS, les radios par Internet. Vous avez vu d'ailleurs que celle-là a beaucoup moins de choses dans les menus parce qu'elle est conçue pour ne jamais aller sur Internet. Donc bon, bref, il y a plein de trucs qui manquent, notamment l'onglet PlayStation Network avec le PlayStation Store et compagnie qui ne marche plus. Nous avons de quoi lire des vidéos, etc. Aller sur Internet, comme je le disais. Donc on va voir à quoi ressemble le navigateur Internet. Je pense qu'il est plus du tout opérant maintenant. Bon, bah je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me connecter au Wi-Fi, mais c'est pas grave. Bon, on va éteindre ça, de toute façon, ça n'a plus aucun intérêt, ou presque, sur cette console de nos jours. Et maintenant, on va regarder comment elle est faite en interne. Alors on va pas la démonter, hein, cette fois-ci, on va la remonter, comme je l'ai dit. Voilà, alors nous avons une PSP, qui, je ne sais pas si elle marche, hein, mais en tout cas, voilà ce que l'on m'a donné. Donc voici... pour juste la carte mère avec une partie du cadre, etc., etc. Si on regarde de l'autre côté, ce que l'on peut voir, c'est le petit détecteur pour voir si le lecteur est bien fermé. D'ailleurs, ce truc-là a tendance à se casser. Enfin, pas celui-là. Celui-là a tendance à se casser. Le tout petit ici, la microscopique. Celui-là a tendance à se casser. Alors du coup, comme il est complètement en redondance avec celui-là, c'est-à-dire que si celui-là est toujours fermé, il suffit de fermer celui-là et ça permet de détecter si c'est ouvert ou fermé. Ou si celui-là est toujours fermé, celui-là fait le job. Donc en gros, il y en a deux. Mais s'il y en a un des deux qui est cassé, bah ça marche plus. Donc il suffit de court-circuiter celui-là pour qu'il soit tout le temps fermé. Et donc ce sera celui-là qui est beaucoup plus solide, qui fera ce job à sa place. C'est exactement le même problème que sur les PS2 Slim. D'ailleurs, c'est bizarre que Sony ait refait la même erreur de conception. Donc, parce qu'il suffit d'en mettre un de bonne qualité plutôt que d'en mettre 30 000 qui déconnent, hein, ça c'est clair. Donc ensuite, vous avez les boutons du panneau frontal, ici, pouf, dans une petite pochette sympathique, il m'a vraiment tout isolé. Le panneau frontal ici, voilà, et en dernier nous avons un écran qui a l'air flambant neuf, donc bon bah voilà, hein, et c'est parti pour essayer de réparer ça. Je sais pas du tout si on arrivera à quelque chose, j'ai l'impression qu'il manque aucune pièce, je crois que j'ai tout en fait, donc parfait, si j'ai tout, je vais pouvoir commencer à assembler ça, et si j'ai pas tout c'est pas grave, j'ai juste à récupérer quelques pièces dans une autre console qui traîne et qui est elle aussi en besoin de changer quelques pièces. Donc ah oui, ce qui me manque par contre c'est les vis. Bon et bien au final ça sera un démontage parce que le seul moyen de trouver des vis a été de retrouver ma PSP HS. Alors je m'étais fait une petite note pour me dire ce qu'avait cette machine comme problème. Alors visiblement ça serait une bonne idée de la brancher pour vous montrer le problème qu'elle a, parce que, visiblement... D'ailleurs, tiens, je peux saluer un petit quelque chose qu'a fait Sony, c'est que j'ai même pas besoin de mettre de batterie temporairement dedans pour que ça s'allume avec le chargeur. J'ai juste à brancher le chargeur et hop, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Donc il y avait marqué écran semi-HS. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, cet écran de bizarre? Pour l'instant, je vois rien de chelou, rien de particulièrement grave. Il y avait marqué aussi joystick. Ah oui, le joystick, lui, c'est bon, c'est clair, il marche pas. Donc, ok, il y avait marqué joystick, écran semi-HS, et quoi d'autre? Batterie, ah oui, il n'y a pas de batterie. Alors, comme souvent, quand on démonte un truc, la première chose à faire, c'est d'enlever le capot de la batterie. Voilà, parce qu'il y a souvent des vis qui sont cachées en dessous. C'est même pas qu'il y a souvent des vis cachées en dessous, il y en a pratiquement tout le temps. Donc, hop, et de une, et de deux... Elle est plutôt en bon état, cette console, à ce que je vois, donc autant garder cette coque-là plutôt que la grise qui a l'air d'avoir quelque peu souffert, quoi. Bon, c'est pas grand-chose, elle est pas en si mauvais état que ça non plus. D'ailleurs, je verrai si à la fin je peux faire avec ce qui reste une console utilisable. Le lecteur fonctionne dans celle-là, parce que c'est pas marqué sur mon post-it que le lecteur ne fonctionne pas, donc ça serait pas une mauvaise idée d'essayer, comme ça au moins je saurai si j'ai besoin ou pas de le changer, parce que c'est un lecteur de Slim que j'ai là, a priori. Bon, alors continuons à démonter cette machine. Quelques vis sur le dessus. Les vis sont assez souvent apparents sur cette machine, d'ailleurs. Habituellement, ils font tout pour cacher les vis chez Sony. D'ailleurs, sur la PlayStation 3, on peut applaudir l'effort qui a été fait pour cacher littéralement tous les vis, sauf
Non, même toutes les vis tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est franchement, clairement, un sacré boulot de cachage de vis. Donc ensuite, comment on l'ouvre? On l'ouvre par le devant. Ah si, il reste visiblement une vis tout au fond de cette gouttière, très difficile à pêcher. Voilà, j'ai réussi à virer la deuxième vis que je pensais qu'elle n'existait pas dans cette machine, étant donné que il manquait des pièces. D'ailleurs, ils avaient marqué sur mon post-it rayé ensuite pas de vis. Quand je l'ai récupérée, elle n'en avait pas du tout. Donc voilà, il faut que je change le joystick qui est complètement pété. Vous voyez, il tourne sur lui-même. Je crois que c'est pas possible ça qu'il fasse ça d'origine, qu'il tourne comme ça sur lui-même quand il a pas le capot. Je vais vérifier ça avec l'autre de toute façon. On peut faire ça tout de suite. Donc, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas censé tourner sur lui-même, regardez, ça tourne pas. C'est le petit capot par-dessus qui tourne, ce truc-là n'est pas rotatif. Donc maintenant, il faut déboîter ici ce truc-là, là. Donc pour le déboîter, il va falloir que je prenne un tout petit quelque chose. Voilà, donc avec un tout petit tournevis plat, j'ai réussi à déboîter ça. Il y a l'écran qui se vire aussi. Voilà, c'est bon. Tac. J'ai mon petit truc ici, et j'ai mon écran. Donc l'écran, je le déclipse. Y aller délicatement avec l'ongle, c'est pas facile. Là, tac, voilà un écran semi-HS, qui a l'air de mieux marcher qu'avant, parce que je me souvenais d'un écran qui déconnait complètement, à moins que je confonds avec une autre PSP. Bon, bah il me reste plus qu'à mettre l'autre écran pour vérifier s'il marche. Et s'il marche, bah ça me fera... Enfin, si c'est pas un problème de carte mère, en fait, c'est surtout ça, eh bien, j'ai réglé tous les problèmes de cette console. Donc bon, ça me fera une PSP slim en bon état, en meilleur état que l'autre, en fait, qui visiblement a un problème de Wi-Fi, même si j'en ai pas le souvenir, donc ça m'étonne. Donc hop, c'est parti pour mettre le petit câble dans la toute petite prise. Bon sang, qu'est-ce que c'est chiant à faire. Allez. Voilà, c'est parti pour voir si ça fonctionne. Donc hop, je rebranche, j'allume, et regardons ce que nous avons à l'écran. Pour l'instant, rien du tout. Ah, nous avons plein de lignes. C'est... Ah, nous les avons plus maintenant, les lignes. Intéressant, je sais pas, l'écran avait besoin d'un temps de chauffe, ou... bon, d'accord. Sinon, maintenant, c'est parfait. Je sais pas, c'était... Oui, chelou ce qui s'est passé. Bon, bref, en tout cas, là, ça marche. Y a pas l'air d'avoir de bug bizarre. Je sais pas exactement où se situe le bouton croix là-dessus. Visiblement, il se situe là. Ouais, j'ai pas de bug d'affichage. Ok, bah ça a l'air d'aller. Où est Start? Il est ici. Clic. Connexion réseau. Voilà. Enfin, regardez si le joystick fonctionne maintenant. Voilà, j'ai une recherche pour J, ce qui est une recherche géniale. Donc, comment on fait ensuite? Il faut que j'aille là, et que je fasse... Ah non, pas Start, il faut que je fasse ça. Oh, mais non, c'est raté. Comment ça marche déjà? Rond. Peut-être rond à nouveau? Ah oui, c'est ça. Ouais, le joystick fonctionne, parfait. Nickel, nickel, nickel. Et ben voilà, j'ai une PSP a priori en parfait état de marche. J'ai vérifié un petit peu les connexions de l'écran, juste au cas où qu'il y a un faux contact bizarre, et puis maintenant, moi, je vais la remonter. Et ben voilà, maintenant ça me fait une PSP en plutôt correct état, on va dire. Voilà. Bon, bah maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec les pièces restantes. Alors il reste une batterie de FAT. Ok, bon, c'est pas exactement intéressant tout ça. Il reste l'écran. L'écran semi-HS, un joystick complètement pété, bon ça franchement poubelle, donc on va mettre ça dans le tas poubelle. Ça c'est le truc pour le haut-parleur a priori, qui se met par-dessus ce truc là, donc je sais pas pourquoi ça s'est barré, mais bon ça doit se barrer tout seul de toute façon. Voilà, problème plus ou moins réglé. Ensuite nous avons la façade, un lecteur, aucune vis pour le lecteur, donc bon bah on peut abandonner le lecteur pour le moment, je vais le garder précieusement dans quoi il était mis à l'origine, non pas vraiment en fait, parce que ça risque d'accrocher la lentille, le truc était pas assez lisse, je vais le mettre dans l'espèce de petite pochette dans laquelle il y avait les boutons de façade. Voilà, donc ça c'est fait, tac, voilà, petit lecteur, ça attendra que je trouve des vis pour...
c'est-à-dire en gros une autre PSP en état complètement foireux. Ça se trouve j'en ai une quelque part. Non, je pense pas que j'en ai. C'est que des fats bien dégueulasses et il me semble qu'il manquait les vis sur pratiquement tout. Donc du coup, je me retrouve juste avec des cartes mères, des bouts de cartes mères et c'est tout en fait. Des bouts, le fil qui relie par exemple la prise d'alimentation à la carte mère, ce genre de truc. Donc ça c'est foutu. J'ai dit ça c'est pas vraiment adapté. Ça c'est bon. L'écran qui est en dessous c'est bon. La trappe. Ok, bon bah ça va aller avec le lecteur, parce qu'il n'y a pas besoin de trappe s'il n'y a pas de lecteur. Surtout qu'elle est très chiante à monter et à démonter. La carte mère est toujours présente, donc ok, pourquoi pas. Il y a aussi les boutons, il y a plus ou moins tout en fait. Donc on va voir s'il y a vraiment tout quoi. Il manque peut-être un petit bout d'armature, non même pas, j'ai pas l'impression. Bon bah c'est parti, on va voir si on arrive à créer une PSP, en tout cas à vérifier le bon fonctionnement des pièces restantes, voir si ça vaut le coup d'en créer une PSP, d'en faire une PSP fonctionnelle. Donc j'ai besoin de ce petit bout de plastique. Ah, j'oublie toujours qu'il vaut mieux visser ça en dernier et mettre d'abord le petit bout de plastique. Ce petit bout de plastique qui est juste un renfort pour les boutons de gâchette. Donc hop, ça se met comme ceci, a priori. Et ce bout de plastique passe en dessous, le truc qui contient les boutons de la croix, voilà, donc ça c'est bon, il suffit de visser cette petite hanche en plastique. L'écran a l'air légèrement tordu, l'écran de mon autre PSP, là, je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre machine, donc hop, maintenant les boutons de façade sont clipsés. Là nous avons la façade. Est-ce qu'il manque un truc dans la façade? Non, il y a tout. Il y a les boutons croix, carré, machin, du chouette, et la croix, ainsi que les boutons de façade. Donc hop, c'est parti. Enfin les boutons de façade, les boutons de contrôle, on va appeler ça comme ça. Et voilà, a priori on a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti pour essayer de clipser tout ça. Ah tiens, il y a un des clips qui a décidé de se barrer dans le mauvais sens. Ça arrive très souvent ça, parce que quand on le démonte, on a tendance à le démonter comme ceci, en basculant. Alors du coup ça tord le plastique de ce côté-là. Il vaut mieux essayer en fait de le démonter comme ceci, en fin de compte. Ça marche tout aussi bien de le démonter sans le plier. Donc hop, je clipse ici. Voilà. La façade est toute poussiéreuse, mais elle a l'air en trop mauvais état. Les boutons fonctionnent, etc. Mais il me faudrait des vis pour que tout soit retenu en place. Parce que là, c'est juste le bordel le plus total. Ah, mais attends, maintenant que j'y pense, j'avais une PSP qui avait une tête comme si elle avait été, mais littéralement passée sous un camion. Ça se trouve, c'est de là d'où vient cet écran. L'écran était tout tordu. Donc, ça m'étonne pas que ça ressorte dans tous les sens comme ça. Allez, c'est parti, on va essayer de brancher ça et d'allumer cette console. Est-ce que... Ouais, le voyant vert s'allume, c'est déjà ça. Ensuite, est-ce que PSP s'allume? Oui. Est-ce que l'écran a toujours un défaut? Oui, l'écran a toujours un défaut. Donc oui, c'est bien cet écran qui est pété. Vous voyez, il est semi-HS. Vous voyez la coquille d'œuf qui est ici. On en voit un petit bout ici. Enfin bref, c'est répété, etc. Donc voilà, les boutons fonctionnent. Le bouton croix fonctionne aussi. Voilà. Bouton rond fonctionne sûrement aussi, on va voir ça, oui c'est bon. Bon bah voilà, la console a l'air de juste avoir besoin de vis, surtout de vis, d'un joystick, et aussi d'une batterie et de la trappe de la batterie d'ailleurs, je me rends compte, parce que ça c'est sûrement le seul truc que je n'ai pas, c'est le petit capot de la batterie. Donc voilà, quand j'aurai tout ça, je pourrai en faire une qui marche, et j'offrirai ça sûrement à un ami, hein. Il y a Thibaut qui en veut une, donc voilà, ça pourra faire le job. Donc voilà, je pense que je vous ai pas appris grand chose sur le fonctionnement interne de cette machine. C'est vraiment pas une machine très intéressante en réalité, c'est une architecture MIPS si je me souviens bien, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un modem routeur, ce genre de truc comme les vieilles box ADSL, genre l'ancienne Freebox, pas celle la Révolution mais celle d'avant, ce genre de truc, enfin bref, c'est vraiment pas complexe en termes de fabrication. Après ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'il peut y avoir dans la
PlayStation standard, mais au niveau des composants, il y a vraiment rien de spécial à montrer. C'est vraiment juste comme si vous ouvriez un téléphone ou un truc de ce genre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence, etc. C'est juste la seule différence qu'il peut y avoir, c'est c'est sur les contrôles, et c'est ce que l'on a pu voir déjà en l'ouvrant, c'est-à-dire en gros les emplacements pour les boutons. Vous avez vu qu'ils ont mis quelques petites membranes, etc., etc. Le truc avec les boutons en dessous, etc. Et le petit joystick qui vient se clipser quelque part, avec ces espèces de petits contacts mous ici, qui se mettent en dessous de la carte mère et qui font appui comme ça. Et en gros, il y a cette espèce de petite membrane molle, là, ici, qui transfère l'électricité de l'un à l'autre. Il y a du carbone dedans, a priori. Et voilà, et quand ça fonctionne, bah ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, ça tourne sur lui-même, comme ça. Et ça fait des contrôles complètement aléatoires. Une console, enfin une PSP sans le joystick, fera fonctionner la quasi-totalité des jeux sans aucun souci. Là, je vais démonter le joystick en guise de petit bonus. On va voir si on arrive à le démonter déjà. Donc cette petite membrane, on peut l'enlever, hein. Je vais la laisser coller là parce que j'en aurai peut-être besoin si un jour je trouve un joystick où la membrane est pétée. Et ensuite, ici, on peut ouvrir le truc si on se débrouille bien. Voilà, on peut tordre le métal ici et le virer, pouf. Voilà. On peut voir que, bon, c'est un circuit très rudimentaire, hein, vraiment, clairement très rudimentaire. Là, ça se déboîte à ce que je vois. Ensuite, nous avons ce truc-là. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on enlève le dessous et on peut voir comment c'est foutu. En réalité, c'est très 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 bête. C'est juste deux sliders. Vous voyez, c'est un truc qui glisse de bas en haut et un autre qui glisse de gauche à droite, comme ça. Et il y en a un des deux qui est pété, comme vous pouvez le constater. C'est pour ça que ça marche pas. Le plastique s'est complètement cassé dedans. Donc voilà la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et donc ça glisse sur les contacts et ça nous dit en gros la résistance que ça donne. Ce sont des résistances variables, et en lisant la valeur de la résistance ici sur la carte mère, ça dit à quel endroit est le joystick, s'il est en haut à gauche, en bas à droite, etc., et toutes les autres positions. Voilà, c'est vraiment très 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 bête, et c'est fait pour que ça prenne le moins de place possible en épaisseur, encore une fois, étant donné que la console est faite pour être assez compacte, bien sûr, c'est normal. Et ce petit ressort permet de faire en sorte de faire que le joystick reprenne sa position centrale quand on le lâche, ce qui paraît une particularité normale d'un joystick. Bon ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.